On s'est tous déjà posé la question en voyant un pont immense ou un gratte-ciel, mais comment ça tient? Eh bien, derrière tout ça, il y a une science fascinante, la statique. C'est elle qui étudie ces forces invisibles qui maintiennent notre monde en parfait équilibre. Et ça va du plus grand des barrages jusqu'à la chaise sur laquelle on est assis en ce moment. Alors, quelles sont ces forces au juste? C'est vraiment la question clé. Ensemble, on va décortiquer les règles qui gouvernent cet équilibre parfait et surtout voir comment les ingénieurs s'en servent tous les jours pour construire des structures qui sont non seulement stables, mais aussi sûres. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Ok, voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. Qu'est-ce que la statique? Ensuite, on va se faire un petit guide pratique des différentes forces en jeu. Après ça, focus sur un héros méconnu mais essentiel, le frottement. Puis, on s'attaquera au gros morceau, le principe d'équilibre. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble pour résoudre de vrais problèmes d'ingénierie. Alors, la statique. Pour faire simple, c'est une branche de la mécanique. Son but? Comprendre ce qui se passe quand un objet est en équilibre parfait, même quand plein de forces différentes essaient de le faire bouger. C'est en quelque sorte la physique de l'immobilité. Pour pouvoir faire leurs calculs, les ingénieurs ont besoin d'une petite astuce. Ils partent d'une idée, d'un concept, celui du solide indéformable. Pensez à une construction en Lego, mais une construction parfaite, qui ne se plierait jamais, qui ne se tordrait jamais, peu importe la force qu'on applique dessus. Bien sûr, dans la vraie vie, ça n'existe pas, mais cette simplification est super importante. Ça permet de se concentrer sur les forces sans avoir à se compliquer la vie avec les petites déformations du matériau. Maintenant, place aux vrais protagonistes de notre histoire, les forces. On les appelle aussi des actions mécaniques. En gros, ce sont toutes les poussées et les tractions qui peuvent potentiellement perturber la tranquillité d'un objet au repos. Et ces forces, on peut les ranger dans deux grandes familles. C'est assez simple en fait. D'un côté, on a les forces de contact. Comme leur nom l'indique, il faut que ça se touche. Pensez au frottement ou à la pression que l'on exerce sur un objet. Et de l'autre côté, on a les forces à distance. Celles-là, elles n'ont pas besoin de contact pour agir. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr la gravité, mais il y a aussi le magnétisme. Ok, mais comment est-ce que ces forces s'appliquent concrètement? C'est super important pour l'analyse. Les ingénieurs ont donc des modèles pour ça. On peut avoir une charge ponctuelle, c'est-à-dire une force concentrée sur un tout petit point. L'image parfaite, c'est un poteau qui soutient une charge. Ensuite, il y a la charge linéique. Là, la force est étalée tout le long d'une ligne. Imaginez le propre poids d'une poutre, c'est exactement ça. Et enfin, on a la charge surfacique. Ici, la force est répartie sur toute une surface. Le meilleur exemple, c'est le vent qui pousse contre un immense panneau publicitaire. Et maintenant, on va parler d'une force qu'on a tendance à sous-estimer, mais qui est en réalité le héros discret de la stabilité. Je parle bien sûr du frottement. C'est cette force invisible qui empêche tout de glisser et qui, au final, permet à énormément de choses de rester, immobiles. Regardons un peu ce schéma. C'est un cas d'école. On a un simple bloc, posé là, sur une surface. On voit bien les forces évidentes. Il y a son poids, P, qui le tire vers le sol, et puis il y a cette force F qui tente de le pousser sur le côté, de le faire glisser. Mais s'il ne bouge pas, c'est qu'il se passe autre chose. Il y a d'autres forces plus cachées qui entrent en jeu. La toute première de ces forces, c'est ce qu'on appelle la force normale, notée N. En fait, c'est tout simplement la réponse de la surface. Elle pousse vers le haut, toujours parfaitement perpendiculaire à la surface de contact. C'est grâce à elle que le bloc ne s'enfonce pas dans la table. Elle vient contrer, pile poil, le poids de l'objet. Et puis, il y a la deuxième force cachée. C'est la force tangentielle, T. Et ça, c'est notre fameux frottement. Contrairement à la force normale qui est verticale, celle-ci est horizontale, parallèle à la surface. Son job? S'opposer directement à la force F qui essaye de faire glisser le bloc. C'est elle, la véritable force d'adhérence. Le truc, c'est que cette force de frottement, elle a ses limites. Elle n'est pas infinie. C'est là qu'intervient la loi de Coulomb. Elle nous dit que la force de frottement maximale qu'on peut avoir est directement liée à la force normale N. Le lien entre les deux, c'est ce petit mu, le fameux coefficient de frottement. En gros, tant que la force qui pousse sur le côté est plus petite que cette limite, tout reste en place. Si on dépasse, ça glisse. Et ce petit coefficient F, il change absolument tout. Regardez-moi cette comparaison, c'est édifiant. Prenez des pneus sur une route. Sur du verglas, le coefficient est minuscule, autour de 0,10. Mais sur de l'asphalte bien sec, il grimpe jusqu'à 0,65. Ça veut dire que l'adhérence est plus de 6 fois plus grande sur le sec. Concrètement, c'est toute la différence entre un freinage net et précis et une glissade incontrôlable. C'est énorme. Pour se représenter ça visuellement, il y a une super image, le cône de frottement. Imaginez un cône planté sur la surface avec la force normale comme axe central. La règle est simple, tant que la force globale qui s'exerce sur le bloc reste bien sagement à l'intérieur de ce cône, rien ne bouge.
c'est la zone de sécurité, la zone d'adhérence. Mais dès que cette force vient toucher le bord du cône, là, on est à la limite, sur le point de glisser. Bon, on a vu les forces, le frottement, il est temps maintenant de rassembler toutes les pièces du puzzle. On va aborder le principe fondamental, la règle d'or qui chapeaute tout le reste, la condition ultime pour que quelque chose reste immobile, quoi qu'il arrive. Le voici, le principe fondamental de la statique, le PFS pour les intimes. Alors, le terme officiel, c'est que le torseur des actions mécaniques extérieures doit être nul. Bon, dit comme ça peut faire un peu peur. Mais en français, ça veut dire une chose très simple. Pour qu'un objet reste en équilibre, il faut que toutes les forces qui essayent de le déplacer, mais aussi toutes celles qui essayent de le faire tourner, s'annulent parfaitement entre elles. Et ce grand principe, en fait, il se décompose en deux règles, deux conditions à remplir absolument. La première, c'est le théorème de la résultante. En gros, la somme de toutes les forces doit faire 0. Si on tire autant à gauche qu'à droite et autant en haut qu'en bas, l'objet ne bouge pas. Ça, c'est pour empêcher de glisser. La deuxième condition, c'est le théorème du moment. Là, c'est la somme de toutes les forces de rotation qui doit être nulle. Ça, c'est pour empêcher l'objet de basculer ou de tourner sur lui-même. Ok, la théorie c'est bien beau, mais maintenant on va voir le plus intéressant. Comment est-ce qu'on utilise tout ça dans la vraie vie ? Comment les ingénieurs s'en servent pour résoudre des casse-têtes bien réels et pour concevoir des structures qui tiennent la route et pour longtemps ? Quand les ingénieurs analysent une structure, ils la classent dans l'une de ces deux catégories. D'abord, on a les systèmes isostatiques. Iso, ça veut dire égal. Ici, on a le nombre juste de supports pour que ça soit stable. Pas un de plus, pas un de moins. L'avantage, c'est que le nombre de forces à trouver est exactement égal au nombre d'équations qu'on a. C'est propre, on peut tout résoudre. Et puis, on a les systèmes hyperstatiques. Hyper, ça veut dire plus. Là, on a plus de supports que ce qui est strictement nécessaire. C'est une sorte de ceinture et bretelle, un pont avec des piliers en trop, par exemple. C'est beaucoup plus sûr, il y a de la redondance. Le hic, c'est que nos équations de statique toutes seules ne suffisent plus pour tout calculer. C'est toujours ce compromis entre un calcul simple et une sécurité maximale. Et la méthode pour résoudre un problème de statique, c'est une vraie recette de cuisine, super rigoureuse. Étape 1, on isole le système qu'on veut étudier. On le découpe du reste du monde. Étape 2, on fait le bilan de toutes les forces extérieures qui s'appliquent dessus. Étape 3, on modélise ces forces. Étape 4, on applique notre fameux principe fondamental. Ça nous donne, à l'étape 5, les équations d'équilibre. Et enfin, étape 6, on sort sa calculette et on résout ces équations pour trouver ce qu'on cherchait. C'est une méthode super puissante qui, étape par étape, permet de s'assurer que ce qu'on construit ne va pas s'effondrer. Alors la prochaine fois qu'on traverse un pont, qu'on s'appuie contre un mur, ou même juste qu'on monte un escalier, on pourra peut-être y penser. On pourra imaginer cette incroyable danse invisible de forces qui se compensent en équilibre parfait. Finalement, la statique, c'est beaucoup plus qu'une simple théorie de physique. C'est un peu la grammaire silencieuse du monde qui a été construite autour de nous.